Bonjour à toutes et à tous et merci de préférer votre émission dominicale Week Echo. Ce dimanche, on se penche sur la problématique de l'alphabétisation dans un monde de plus en plus numérisé, alors que l'UNESCO estime que plus de 800 millions d'adultes et de jeunes, dont 2 tiers de femmes à travers le monde, ne possèdent pas les savoirs de base en lecture et en écriture. Quelle est donc la place de la mondialisation dans le processus d'alphabétisation des populations? Quel est l'état des lieux au Bénin et comment arriver à concilier alphabétisation et numérique? Eh bien, ces questionnements seront dans le dossier de la semaine. Mais avant, avec les confrères, ici, nous allons discuter des réformes engagées dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Une réforme curriculaire en français et en mathématiques au CI et au CP en cours actuellement. Pour quel objectif est-on tenté de dire? Nous tenterons d'analyser cette problématique. Voilà donc pour l'émission de ce dimanche. Tout de suite, le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. Tout vendeur de biens et services sur le territoire national est tenu de délivrer à ses clients des factures normalisées. La réforme des factures normalisées s'étend à tous les secteurs d'activité économique. Quel est le bien fondé de cette réforme? Élément de réponse dans ce reportage que nous propose Alessandra Tchoton. Moi, je suis avocat. Vos notes d'honoraires, les clients exigent que ce soit avec les factures normalisées. La voilà, une facture. Ce document, délivré en pharmacie, quincaillerie, au niveau des boutiques, hôpitaux et autres lieux aux clients, et qui fait le point des achats ou prestations à la charge de ce dernier. Au Bénin, l'heure est à la réforme de la facture normalisée. Quand on dit facture normalisée, c'est une facture simple, une facture ordinaire, que nous connaissons tous, mais à laquelle des éléments de sécurité sont ajoutés pour quand même contrôler un peu ce qui se fait dans les entreprises. La particularité, c'est quoi? La particularité, c'est que désormais, tout ce qui se fait dans les entreprises est directement envoyé à la DGI via notre système qui gère cette plateforme-là. Et en temps réel, nous pouvons savoir ce qui se passe dans les entreprises. L'émission d'une facture normalisée est possible par le biais d'une machine physique ou soit par le IMECEF, qui est une option numérique permettant à tout type de contribuable d'émettre sans machine les factures normalisées. Le premier avantage, le plus flagrant qui est là, est que l'achat de la machine et l'utilisation à bon escient permet la sécurisation des données au sein de votre entreprise. À la fin de la journée, vous n'avez plus besoin de se tracasser avant de savoir le chiffre d'affaires que vous avez effectué. La machine vous permet de faire les rapports sur des périodes. Il y a des entreprises qu'on appelle les assujettis redevables à la TVA qui collectent la TVA parce que la TVA est supportée par le dernier consommateur. Donc, quand toi tu es un client et que tu vas dans cette société que tu achètes, si tu réclames ta facture normalisée, tu es sûr et certain que les 18% que tu as payé sur ton achat, que ça sera reversé à l'État. C'est normal et ça permet de donner ce qui revient à qui de droit. Ce qui est pour l'État, ce qui revient aux entreprises, pour les entreprises. La réforme de la facture normalisée a été initiée depuis 2016. Elle a d'abord connu un début d'expérimentation en 2018, avant la décision de généralisation aux moyennes et grandes entreprises intervenue en décembre 2019. Les entreprises assujetties à la taxe professionnelle synthétique et qui exercent dans le domaine des professions libérales sont associées un an plus tard. Et le 30 juin 2021 est la date limite accordée aux autres entreprises restées jusqu'ici en marge pour se conformer. La réforme des factures normalisées, ce n'est pas une réforme de fiscalité. Cette réforme ne crée pas une nouvelle taxe. Cette réforme n'est pas une réforme de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un était à la TPS, donc n'est pas autorisé à facturer la TVA, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on lui demande d'émettre une facture normalisée qu'elle va facturer la TVA. Si quelqu'un le fait, il n'a qu'à savoir qu'il est en infraction et en son temps il va répondre.
Cela ne devrait donc avoir d'incidence sur les coûts des produits ou prestations. S'investir dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique est une option aujourd'hui très prisée par de nombreux jeunes en fin de formation. Ils s'orientent vers ce secteur sans trop savoir ce à quoi s'attendre. Quelles sont les filières d'opportunités qui s'offrent à ces jeunes? La réponse dans ce reportage de Patrick Adjagoudjou. Des jeunes diplômés sortis des universités, le Bénin en compte par vagues de milliers chaque année. Sur le marché du travail, certains s'orientent vers l'entrepreneuriat, mais peinent à faire le choix des filières d'opportunités. Nous sommes actuellement à l'étape de l'économie numérique. À cette étape-là, les jeunes doivent vraiment s'investir là-dedans parce que l'économie numérique a son mot à dire dans le développement économique des États. Ce qui manque à l'Africain, c'est se nourrir à partir des produits fabriqués par eux-mêmes. Donc nous cultivons, mais nous ne transformons pas. Jusqu'à l'heure où nous parlons, la vallée de l'Ouémé est restée là, inactive. Personne n'y pense. Pour grandir et rester présent dans le temps sur le marché du travail, le jeune entrepreneur a besoin d'une formation en management et gestion de l'entreprise. Pour aider les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge, c'est lancer des marchés de formation. Mais pas formation en entrepreneuriat où on fait business plan. Non, c'est pas ça. Entrepreneuriat, c'est amener la personne à devenir entrepreneur dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir. Et pour former les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat, il faut des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas prendre un professeur d'université qui n'a aucune entreprise pour venir former les gens à créer une entreprise. Pour ceux d'entre les jeunes qui optent pour l'entrepreneuriat, certains bénéficient d'un accompagnement financier, mais utilisent souvent ces fonds à d'autres fins. Quand même on les accompagne pour dire voilà, nous vous mettons à disposition des fonds pour le projet que vous avez monté. Il faut que ces fonds soient utilisés exclusivement pour le projet et que les rubriques qui sont inscrites au niveau du projet soient respectées à la lettre. Avoir une vision, se donner les moyens et se prendre au sérieux, des qualités parmi tant d'autres pour réussir en entreprise. Dans ce Cotonou, j'ai fait J'ai l'honneur, j'ai fait Fonds de solidarité nationale pour l'emploi, j'ai fait programme campus, j'ai fait tout ça. Mais c'est à programme campus que quelqu'un m'a insulté. Je lui ai dit les clients sont prêts, si vous me donnez le financement, les clients sont là. Et il m'a répondu, si les clients sont là, ils n'ont qu'à commander, tu prends la commande pour acheter les machines. Il pensait me contenter avec ça, j'ai appliqué ce qu'il a dit et j'ai démarré l'entreprise sans financement. C'est au Bénin ici qu'on a inventé l'entreprise sans financement. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est utilisé. Je voudrais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, je suis jeune. Toi aussi, tu peux réussir. Mais il faut que tu arrêtes les pertes de temps dans WhatsApp, dans des messages qui n'ont pas de sens. Non, il faut te prendre au sérieux dès maintenant. Il faut se donner les moyens de réussir. Le défi est considérable et il ne fait nul doute que les jeunes ont des capacités et une volonté pour entreprendre. Chaque génération est le produit de son époque et il serait bénéfique d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent participer à la croissance économique. Peut-on boire de l'alcool pendant la grossesse? La réponse est non. La consommation d'alcool pendant la grossesse a de nombreuses conséquences sur la santé du bébé à naître. Les troubles causés par la prise d'alcool sont appelés syndrome d'alcoolisation fœtale. Une journée est dédiée à la sensibilisation au phénomène au mois de septembre. Reportage. Pas de prise d'alcool pendant la grossesse. C'est le moyen le plus sûr d'éviter les troubles liés à l'alcool chez le bébé à naître, même si des études scientifiques ne permettent pas à l'heure actuelle de définir un seuil en dessous duquel la consommation d'alcool n'a pas de conséquences néfastes sur le fœtus. Les spécialistes sont prévoyants. Ils sensibilisent le patiente à renoncer à l'alcool dès qu'une grossesse est planifiée ou a débuté. Même pas un verre de vin, même pas un verre de bière, même pas du panaché. N'importe quoi qui contient de l'alcool a quelque
quantité, à quelques pourcentages, proportion que ce soit. Il s'agit du produit alcool qui ne doit pas entrer dans le sang maternel pendant que l'enfant est en train de se développer, parce que ça passe directement au fœtus. À en croire le spécialiste, la plupart des femmes enceintes n'éprouvent aucune difficulté à renoncer à l'alcool. Très peu d'entre elles ont du mal à s'en passer. Pour ces dernières, les conséquences sur le fœtus sont inévitables et multiples. Mieux, le développement du bébé au cours de la grossesse ne sera pas sans conséquences. Les nouveaux-nés béninois, ils ont entre 2,750 kg et 3,350 kg. Donc, les bébés comme ça peuvent naître avec 2,2 kg, 2,3 kg, ce qui les rend vulnérables, ce qui les rend vraiment fragiles à la naissance avec des risques de décès. Il peut y avoir des difformités. Ensuite, donc, il peut y avoir des aspects au niveau de la face. Par exemple, le raccourcissement des fentes palpébrales. Vous voyez la fente des paupières. De l'avis des gynécologues, plusieurs autres conséquences découlent de la consommation de l'alcool par la future maman. Le nourrisson peut de ce fait présenter des malformations de certains de ses organes tels que le cœur et les reins, les troubles au niveau du système nerveux central, un quotient intellectuel inférieur à la normale, des troubles visuels. On peut aussi noter une hyperactivité comme conséquence liée à la consommation de l'alcool durant la grossesse. Chez la femme enceinte, même si le risque d'avortement ou d'accouchement précoce est négligeable, elle peut cependant subir une interruption de sa grossesse suite au décès du fœtus. Si par chance, le fœtus venait à naître, les conséquences liées à la consommation de l'alcool seront présentes toute sa vie durant et peuvent constituer un frein à son intégration familiale et sociale. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas, Week Echo se poursuit avec Ilvaïs Balogun. Merci à vous, Nadège Omolade Sani. On installe sans plus tarder la revue de presse économique. Ravi de vous retrouver pour ce tour de l'actualité économique relayé par les canards. On démarre tout de suite par cette information à la une de la presse du jour. Commande publique, 4 innovations dans le nouveau répertoire des prix de référence. Au nombre de celles-ci se trouve l'encadrement du coût des travaux de construction des modules de classe, des latrines, des centres de santé, des forages et des fosses septiques et l'encadrement du coût des lampadaires et autres équipements solaires. Les prestataires de l'État béninois disposent donc de nouveaux référents concernant le coût des travaux. Informant sur le même sujet, le Progrès va plus loin et fait savoir que l'un des objectifs est d'assurer en amont l'évaluation financière des besoins exprimés par les gestionnaires de crédit. L'assainissement des finances et la bonne gouvernance occupent donc une place de choix dans la politique gouvernementale, tout comme l'éducation d'ailleurs. On reste justement avec le Progrès pour le constater. Rentrée 2021-2022, tout se met en place. L'article du journal met la lumière sur les réformes circulaires dans les classes de CI et CP. À partir de cette rentrée, les programmes de français et mathématiques autrefois complexes seront simplifiés aussi bien pour les apprenants que pour les enseignants. Mais qu'est-ce qui justifie ces réformes? En devoir fraternel d'information, Fraternité nous répond. Le quotidien de Menontin partage les propos du ministre des Enseignements maternels et primaires. D'après Salimane Karimou, les réformes entreprises sont parties du constat que les apprenants du CI et du CP éprouvaient des difficultés en français et en mathématiques. Aussi, les évaluations à l'interne et à l'externe ont-elles révélé que le problème est beaucoup plus au niveau des curricula en termes de contenu des formations. Ils sont trop ambitieux pour le niveau 1 du primaire et les enseignants ne sont pas suffisamment outillés pour enseigner efficacement tout le contenu tel qu'il est présenté. En tout cas, sur le plan sanitaire, le gouvernement, lui, est de mieux en mieux outillé pour une meilleure riposte contre le coronavirus et ses variants. L'événement précis affiche à sa une riposte contre la pandémie, les vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna bientôt en renfort. Quand précisément?
d'ici la fin du mois de septembre, c'est ce que mentionne le journal. En guise de précision, le Canard rapporte que selon l'OMS, l'efficacité du vaccin Moderna est de 92% environ contre la Covid-19 et la protection commence 14 jours après la première dose. Quant à Pfizer-BioNTech, il a une efficacité de 95%. Par ailleurs, pour ceux qui ont reçu la première dose d'AstraZeneca et attendent la seconde, Fraternité se fait le devoir de rappeler qu'on peut substituer ce vaccin à un autre. Du moins, c'est ce qu'affirme le ministre de la Santé. D'après Benjamin Rumpati, la science n'interdit pas de basculer d'un vaccin à un autre dans ce cas. Le ministre de la Santé recommande donc de basculer vers le vaccin Johnson & Johnson. Plutôt original d'être un vacciné Astra-Johnson ou Johnson-Zeneca. C'est la fin de cette revue. À très bientôt pour de nouvelles informations. Et je l'annonçais à l'entame de cette émission, le sous-secteur des enseignements maternels et primaires est actuellement en proie à une réforme profonde, notamment dans les classes de CI et de CP. On installe le décryptage. Les confrères sont déjà en plateau ici avec moi. Je reçois pour vous aujourd'hui Yves Patrick Loko. Yves, bonjour. Bonjour Yves, bonjour aux téléspectateurs de BB24. À côté de Yves, Prudence Akondé. Prudence, bonjour. Bonjour Ulvalus, bonjour Yves Patrick Loko, bonjour aux amis téléspectateurs. Alors Yves, on va démarrer par vous. Déjà, cette réforme curriculaire, vous avez certainement entendu parler de ça. Quelle est la lecture que vous en faites ? La première lecture que j'en fais, c'est que les réformes ont démarré, enfin de plus belle, depuis 2016, que le pouvoir de la rupture est là, un pouvoir qui a renouvelé son mandat. Et donc, les réformes ne pouvaient pas ne pas impacter le secteur de l'enseignement dans son ensemble. On se souvient qu'à l'université, il y a des réformes, au secondaire, des réformes également. Donc, c'est normal et naturel que dans le sous-secteur de l'enseignement primaire ou des enseignements maternels et primaires, qu'on constate qu'il y a également des réformes. Et aujourd'hui, pour cette réforme curriculaire dont vous parlez, c'est au niveau du CI et du CP, du cours d'initiation et du cours préparatoire. Je crois que c'est la bienvenue si vous avez des enfants, des neveux, des petits frères qui ont fait ces classes-là récemment. Vous constatez aisément que l'écriture est au son, que des problèmes énormes s'enregistrent avec les nouveaux programmes. Donc, il fallait engager ces réformes-là pour pouvoir sauver l'école, pour pouvoir permettre aux enfants de savoir lire, écrire, de savoir faire les calculs en mathématiques et pour pouvoir avoir le niveau. Je crois que c'est le bien fondé et le sens qu'on peut donner à cette réforme du sous-secteur. Oui. Alors, Prudence, je ne sais pas si vous partagez le même avis que Patrick. Tout à fait. Je pense que toute population, tout Béninois averti, devrait pouvoir apprécier à leur juste valeur ces réformes curriculaires. Nous savons que depuis un moment, lire, écrire, calculer est devenu une préoccupation fondamentale, un problème, même pour des élèves déjà au secondaire. Mais nous savons aussi que quand la base est faussée, il est difficile de rattraper le coup après. Donc, si l'État décide aujourd'hui de revoir les curricula au niveau des classes préparatoires, CICP, je pense que c'est une bonne nouvelle qui, je pense, d'ici peut-être, on pourra apprécier les résultats d'ici 5, 7, 10 ans, peut-être quand ceux-là seront au secondaire à l'université. Alors, vous disiez tantôt quand même que même au secondaire, on remarque que les apprenants ont parfois du mal
à faire les calculs correctement et même à écrire correctement. Alors, il se fait que, selon le ministre, c'est depuis 2016 qu'il a été constaté quand même que les apprenants éprouvaient des difficultés en français et en mathématiques. Il a fallu attendre 5 ans, parce qu'on est en 2021, maintenant pour décider d'appliquer cette réforme. Ce qui veut dire que tous ceux qui, de 2016 à 2021, ils ont accumulé des tares. Et donc, forcément, cette génération-là va poursuivre avec les tares. On n'est pas sorti de l'auberge. Bon, c'est vrai que ceux qui ont été moulés dans ce format-là ont des difficultés. Ouais. Maintenant, à partir d'un certain âge, je pense que si vous avez des difficultés, si vous êtes un adulte, vous êtes à même d'y remédier. Maintenant, il faut quand même apprécier ce que le gouvernement a fait. On ne peut pas, dans l'enseignement, on ne peut pas se lever du jour au lendemain et insérer... Mais 5 ans, c'est quand même beaucoup quand même. 5 ans, c'est peut-être même peu. Parce que, en fait, définir des objectifs pour l'éducation, on ne forme pas... il n'y a pas des apprenants du primaire, des apprenants du secondaire, des apprenants, en fait, de l'université. C'est tout ça, c'est tout ce cursus-là qui fait sortir, en fait, le béninois de demain. Donc, avant d'entamer une réforme au primaire ou à n'importe, en fait, au niveau de n'importe quel maillon de la chaîne, il faut d'abord voir les impacts que cela pourrait avoir au niveau de tous les autres maillons. Et quand j'ai suivi un peu le ministre, s'est dit qu'ils ont fait appel à des experts, ils ont procédé d'abord à une évaluation, ils ont essayé d'implémenter sur une petite échelle la réforme et ils ont vu les premiers résultats. Ce n'est qu'après ça, maintenant, qu'ils ont décidé d'élargir ça au plan national. Je pense que la méthode, elle est tout à fait correcte, quoi. Alors, Patrick, je l'ai dit, ceux qui étaient en 2016 se retrouvent cette fois au CM1, CM2. À quel résultat on devrait s'attendre au CEP? Un taux catastrophique. Parce que si aussi bien l'enseignant a des difficultés, l'apprenant a des difficultés, on ne peut pas s'attendre à un meilleur résultat. Oui, heureusement que certains parents renforcent les capacités de leurs enfants avec des répétiteurs. Encore que c'est le même système qui continue. Et je ne crois pas que ce soit forcément à partir de 2016 que la remarque a été faite. C'est un problème généralisé qui date en fait des nouveaux programmes. Je n'ai rien contre ces programmes-là. Mais quand vous avez les échos, quand vous entendez ce que même les acteurs du système disent, les nouveaux programmes qui sont en cours ont contribué tant soit peu, à un peu faire regresser le niveau. Donc le problème est général. Ce qui a lieu de faire, c'est continuer avec les réformes. Il y a eu 36 classes pilotes dans laquelle il y aura l'expérimentation. Il faut généraliser. L'expérimentation a déjà eu lieu. Oui, maintenant, c'est la généralisation. Au niveau du CI, du cours d'initiation. Voilà. Donc, il faut continuer par implémenter les réformes. Il faut continuer par revoir de fond en comble les problèmes du système et demander aux parents, après l'école, de s'occuper également des enfants. Je sais que ce n'est pas facile parce que même dans le monde enseignant, ce n'est pas encore compris toutes ces méthodes-là. Donc, c'est qu'il faut vraiment revoir les choses de fond en comble, s'occuper, s'intéresser à tout le système pour pouvoir sortir des écoles du cours primaire, du secondaire, de l'université, des êtres bien faits. Je mets ça entre griffes. Des têtes bien faites. Voilà, des têtes bien faites qui n'écrivent plus au son, voilà, qui n'ont plus de difficultés à cause du système. Mais ce que je me demande... Maintenant, vous parliez du CEP. Oui. Bon, depuis 2016, on n'a pas constaté des résultats catastrophiques. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, sinon c'est le même système. Donc, on ne va pas augurer, on ne va pas prophétiser ça, mais il faut que les réformes
permettent quand même que le niveau des apprenants ne soit plus le même qu'on observe. Alors, j'allais dire, les curricula, normalement, c'est des inspecteurs pédagogiques qui s'en occupent. Oui. Les inspecteurs pédagogiques, normalement, prennent connaissance des réalités avant de proposer les curricula de formation. Comment cela peut se comprendre qu'on puisse donner des curricula de formation qui dépassent le niveau 1 du primaire? C'est-à-dire, on a l'impression que avant ces réformes-là, les curricula qui existaient n'avaient pas du tout pris en compte le niveau de ces apprenants. Parce que quand on vient au CI, on ne connaît pratiquement rien. Oui, ce n'est pas le programme sûrement que vous et moi avons expérimenté. C'est les nouveaux programmes avec leur réalité. D'aucuns disent que c'est le système canadien ou américain. En tout cas, ce n'étaient pas des choses forcément adaptées à leur réalité. Mais bon, c'est les bailleurs de fonds et autres qui nous aident à faire ces choses-là. Donc, parfois, ils nous imposent certaines choses. C'est cela la réalité. Donc, tout système n'est pas mauvais en soi. Toute réforme, toute politique n'est pas mauvaise en soi. C'est au bout de l'expérimentation, c'est à l'aune de la pratique qu'on détecte, comment dirais-je, c'est à l'aune de la pratique qu'on détecte en fait les grains de sable qu'il y a et ce qui permet de corriger, et c'est ce à quoi nous assistons actuellement. Alors, Prudence, on a annoncé que de nouveaux programmes seront en français et en mathématiques avec de nouveaux manuels qui sont introduits. C'est quand même paradoxal que ce soit à 2 semaines de la rentrée qu'on annonce ça. Parce qu'il faut former quand même les enseignants aussi à mieux appréhender ces manuels-là avant d'aller en classe devant les apprenants. C'est peut-être ce qu'on pourrait déplorer dans la procédure, la mise en œuvre de cette réforme-là. Sinon, la réforme en elle-même, elle est salutaire. Maintenant, quand on dit, par exemple, à quelques semaines comme ça de la rentrée que on ne va plus utiliser les anciens manuels, que ce seront de nouveaux manuels, est-ce qu'on s'attend à voir les résultats, en fait, à ce que cela ait un impact au cours de cette année, de l'année 2021-2022 qui va commencer, où on s'attend à ce que l'année 2021-2022 serve d'expérimentation et que, en fait, on commence vraiment une phase pratique à partir de l'année 2022-2023. Je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai la faiblesse de comprendre. Sinon, pour arriver à un changement dans les curricula, je pense qu'on pouvait peut-être anticiper pour permettre aux enseignants de mieux maîtriser ces manuels-là, de mieux appréhender ce qu'ils ont à faire. Maintenant, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de l'ancien programme, des curricula qui existaient. Moi, je tiens à une chose. Ceux qui avaient mis en place ces curricula, si on les questionnait, c'était de bonne foi. En fait, pour eux, c'était la solution. Rien ne nous certifie aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, que les curricula que nous sommes en train de vouloir mettre en œuvre pourront réellement satisfaire les besoins. Ce n'est que, comme le disait tout à l'heure Yves-Patrick Loco, ce n'est qu'à la pratique qu'on pourra vraiment évaluer l'impact, qu'on pourra vraiment évaluer les effets et faire les ajustements nécessaires. Alors, dans un contexte aujourd'hui où on sait que 90% des enseignants sont des aspirants aujourd'hui, l'aspirana est de mise avec les réformes qui sont en cours, on sait que les aspirants ne sont pas impliqués dans les journées pédagogiques. Du coup, ces aspirants n'ont pas forcément connaissance de ces nouveaux manuels-là. Ça pose encore un autre problème. C'est là toute la magie qui gouverne en fait le fonctionnement des écoles depuis quelque temps. C'est quand même terrible. Que ce soit au primaire ou au secondaire. Vous venez de le dire, les enseignants dits aspirants ne sont pas concernés par les journées pédagogiques. Il est à espérer
que le partage des connaissances se fasse entre ceux qui ont suivi ces journées-là et les enseignants aspirants pour pouvoir les mettre au parfum de ce qui a été discuté. Mais c'est l'occasion de demander à l'élargissement en fait des concernés, des personnes intéressées par ces réformes-là. C'est vrai, on va dire l'administration publique a ses règles, puisque au niveau des journées pédagogiques, il y a les primes pour les enseignants et autres. Ce qui ne prend pas en compte forcément les aspirants qui, je le rappelle, travaillent 9 mois sur 12 en 9 mois de salaire ou un peu moins sur les 12 mois de l'année. Donc, c'est le moment de réfléchir à cette réforme-là qui pourra les inclure également. Parce que quelqu'un que vous employez pendant quelques mois, que vous mettez au chômage pour 3 mois et tout ça, il faut vraiment réfléchir parce que qu'on le veuille ou pas, ces enseignants constituent aujourd'hui un renfort terrible. Vous me passez le mot, pour le système éducatif béninois. Donc, il faudra, c'est vrai que individuellement pris, ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand on calcule toute la masse que vraiment les montants sont importants. Donc, il va falloir réfléchir à un mécanisme qui pourra intéresser les aspirants, leur faire en fait sentir qu'ils sont vraiment des acteurs à part entière du système éducatif béninois. Alors, on parle des aspirants qui n'ont pas forcément de formation pédagogique, quand on sait que parfois c'est des gens qui ont des diplômes académiques à l'université, qui sortent, quelqu'un qui a fait la linguistique, qui se retrouve à donner des enseignements, il n'a pas le background nécessaire. Et le voilà encore qui ne participe pas aux journées pédagogiques. À votre avis nous sommes au primaire et je ne sais pas, c'est le gouvernement qui met en œuvre les réformes, qui a réfléchi, qui a trouvé cette politique-là. La question que je me pose, c'est combien d'aspirants il y a dans les classes concernées? Au primaire, il y en a quand même beaucoup. Oui, il y a beaucoup d'aspirants au primaire, je suis tout à fait d'accord. Mais dans les classes concernées, CICP, combien d'aspirants nous avons? En fait, c'est là la problématique. Si il n'y a pas beaucoup d'aspirants, en fait, c'est que ça passe. Il n'y a pas beaucoup il n'y a rien à craindre. Maintenant, pas qu'il n'y a rien à craindre, mais il y a moins de choses à craindre. Moins de choses à craindre. Parce qu'en fait, j'estime que s'ils ne sont pas nombreux, ceux qui sont en fait les plus nombreux pourront facilement les aider. Maintenant, s'ils sont les plus nombreux, c'est là que ça va poser véritablement problème parce qu'il va falloir trouver des gens pour non seulement leur permettre de prendre connaissance du contenu de ces manuels-là, de comment les utiliser, mais de les suivre régulièrement. Et c'est là que ça va être un peu plus compliqué, de les suivre au fur et à mesure pour les aider. Parce que, un nouveau manuel, ça va poser des difficultés. Il va falloir que des gens soient disponibles pour pouvoir les renseigner. S'ils sont les plus nombreux, ça va être compliqué. Cette réforme a du plomb dans les ailes. Mais l'autre chose qu'on occulte très souvent, c'est que les apprenants ne sont pas souvent impliqués, même les parents ne sont pas souvent impliqués. Cette réforme, par exemple, le ministre a annoncé qu'à partir de la rentrée, les parents ne devraient plus acheter les manuels de l'année scolaire. Alors, les parents se sentent un peu délaissés, c'est-à-dire on vous met devant le fait accompli, le gouvernement décide et puis vous êtes là. Parce que le parent qui a pris le soin, par exemple, de préparer son enfant suivant le manuel de l'année dernière, se retrouve un peu dépassé par la situation. Oui, en fait, le problème, ce ne sont pas les manuels. L'éducation, ce n'est pas les manuels. On ne sait pas encore ce qu'il y a dans ces manuels-là. Oui, justement. En fait, le but, ce sont les compétences. Ce n'est pas le fait qu'ils réussissent à mieux travailler dans tel manuel ou dans tel manuel. Ce n'est pas ça, en fait, ce qui est recherché. Ce qui est recherché, c'est de pouvoir permettre à ces enfants-là d'avoir des compétences en lecture, d'avoir des compétences en écriture, d'avoir des compétences en mathématiques.
Si le manuel utilisé à la maison le prépare ou l'aide à avoir des compétences, tant mieux. Que ce manuel ne soit pas utilisé en classe, ce n'est pas encore un problème alarmant. Maintenant, est-ce que les manuels qui seront disponibles à l'école pourront être aussi disponibles à la maison pour permettre aux parents de suivre le travail de leurs enfants? Là, je pense qu'il y a peut-être un coup à jouer là. Et quand on sait que dans certains établissements, bien que le manuel soit gratuit, dans certains établissements, on met ce manuel en vente. Bon, le gouvernement saura régler cette situation. Alors Yves... Oui, pour compléter Prudence Akondé, c'est qu'il y a la possibilité pour les enfants de rentrer avec les documents, si on s'en tient au discours du ministre lors de sa rencontre avec les enseignants, les acteurs du système le 3 septembre dernier. Donc les enfants peuvent rentrer à la maison avec le manuel. Maintenant, ce qui est à craindre, c'est nos habitudes séculaires, nos anciennes habitudes, où des enseignants rentrerait avec le riz de la cantine scolaire. Il ne faut pas qu'on observe encore ces mauvaises pratiques qui ont de tout temps eu cours au niveau de ces manuels-là, puisqu'on l'a dit, c'est gratuit, c'est mis gracieusement à la disposition des enfants, des enseignants. Donc, il ne faut pas que des pratiques malsaines aient encore cours au niveau où on peut cacher exprès le livre, proposer derrière aux parents, mettre en vente. Parce qu'on met sous ces manuels-là ne pas vendre et pourtant... on retrouve ça sur certains stands. Donc, c'est de veiller. Voilà, il faut que le ministère, par mettre suffisamment de garde-fous, au niveau des il faut que les manuels soient disponibles en quantité, en nombre suffisant. En réserve. Oui, en réserve, pourquoi pas. Les enfants et ça peut se déchirer. Voilà, donc il faut que le manuel soit suffisamment disponible dans tous les établissements. Et c'est heureux. Au niveau des écoles privées également, il y aura une mise à disposition gratuite. Donc il faut veiller à ce que la disponibilité, la logistique ne souffre nullement. Alors, Prudence, quoi pour aider les acteurs du secteur quand même aussi à mieux appréhender qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que personne ne se sente lésé, aussi bien enseignants, élèves, apprenants et parents? Bon, c'est l'État qui définit la politique nationale de l'éducation. Donc, quand l'État définit la politique, parce que c'est l'État qui connaît les besoins de demain. Donc, quand l'État définit, les autres acteurs, à mon avis, ont le devoir de travailler pour que cela réussisse. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour les enseignants? C'est de les aider à mieux appréhender les documents, les manuels. De renforcer à travers encore plus de journées pédagogiques. Oui. C'est de leur donner beaucoup plus de formation sur ces manuels-là. Maintenant, si les enseignants sont suffisamment bien informés, bien outillés, je pense qu'ils sauront aussi faire jaillir ça sur les apprenants. Pour les parents, c'est le devoir de tous les jours. C'est le devoir de suivre leurs enfants, de suivre ce qu'ils font, de les accompagner du mieux qu'ils peuvent. Merci Prudence Akondé. Yves-Patrick Loco, merci également d'être passé sur ce plateau. On installe tout de suite le dossier de la semaine. On parle à présent de l'alphabétisation en lien avec le numérique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Quelle est leur place dans les politiques nationales d'alphabétisation, notamment au Bénin? On en parle juste après cet élément. Plus de 800 millions d'adultes et de jeunes, dont 2 tiers de femmes à travers le monde, ne possèdent pas les savoirs de base en lecture et écriture. Ces statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO montrent combien l'alphabétisation a été longtemps absente des politiques éducatives et des programmes d'apprentissage. L'alphabétisation est toujours inscrite, c'est les moyens qui ne suivent pas. Il faut mettre à la disposition des acteurs les moyens qu'il faut
pour pouvoir faire le travail convenable. Avec la survenue du Covid-19, la situation s'est aggravée. On estime que durant la période de confinement, l'éducation de 91% de la population scolaire mondiale a connu un coup d'arrêt. Au Bénin, malgré le faible taux d'alphabétisation, des efforts ont été entrepris pour assurer la continuité pédagogique. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer pour aller dans les classes avant de donner le cours. On peut rester à distance et envoyer ce qu'on doit envoyer. Et les apprenants aussi reçoivent ces informations comme cela se doit. Donc, c'est les moyens technologiques comme l'Internet, et les vidéoconférences, ce sont ces moyens-là. Des moyens efficaces certes, mais des défis persistent. Il se trouve que les acteurs ou les apprenants dans les classes d'alphabétisation ne savent pas lire ni écrire. Donc ils ont de la peine à utiliser ces moyens qui sont nés de la Covid. En plus de cela, le financement du secteur de l'alphabétisation. L'UNESCO a recommandé que 3% des ressources allouées à l'éducation soient consacrées à l'alphabétisation. Mais on ne remarque pas ça. Aujourd'hui, la couverture géographique pose problème. Donc c'est un grand défi aussi à relever. En plus de cela, il faut travailler pour que la connectivité soit. Si les moyens existent et qu'il n'y a pas de connexion, vous savez, l'information ne peut pas passer. Au-delà de son importance en tant qu'élément du droit à l'éducation, l'alphabétisation est un facteur du développement durable. Ce faisant, il est aujourd'hui indispensable de mettre en avant les interactions entre l'alphabétisation et les compétences numériques dont ont besoin les enfants, les jeunes et les adultes non alphabétisés. Et voilà comment concilier alphabétisation et numérique. C'est toute la question qui se pose durant cette rubrique. Notre invité est membre du réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales Rénopal. On l'appelle Emmanuel Milité. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et pour m'accompagner dans les entretiens, Rodrigue Bobagueto. Bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Mindete pour parler d'alphabétisation. Alors aujourd'hui, Emmanuel Mindete, on parle d'un taux de 51% de la population béninoise analphabète. Que pensez-vous de cela? Merci, monsieur le journaliste. Moi, je pense que cela c'est de quoi se réjouir, au fait. Il y a eu des avancées, parce que, je rappelle, en 1999 environ, on était encore à 80% de la population analphabète. Et avec le faire, vous vous souviendrez que Renopal a mené cet homme d'action, de plaidoyer à l'adresse des autorités et pour que le faire devienne une réalité. Le faire qui a été prescrit par la DEPOLINA, la déclaration de politique nationale d'alphabétisation et de la promotion de langue nationale. Voilà. Et donc, Renopal a mené cet homme d'action, de plaidoyer, et cela est devenu une réalité. Donc, avec le faire, et je pense que ça... Le taux on devrait se réjouir de ce taux-là aujourd'hui Non, je ne dirais pas qu'on devrait se réjouir de ce taux parce qu'on pouvait mieux faire. Et vous serez d'accord avec moi que plus on a les moyens, plus on agit. D'accord, on va revenir rapidement à vos actions dans le déroulé. Mais déjà, le gouvernement parle de 44 communes couvertes aujourd'hui par l'alphabétisation. Qu'est-ce qui a empêché aujourd'hui, selon vous, que toutes les 117 communes soient couvertes? Je ne saurais vous le dire avec précision. Je ne suis pas dans le secret du gouvernement. Mais ce que je sais, pour être dans ce secteur, il y a quand même une bonne vingtaine d'années. Et c'est qu'au démarrage du faire, il y avait un certain nombre d'opérateurs en matière d'alphabétisation qui intervenaient, qui étaient associés à la mise en œuvre du faire, dans la stratégie du faire.
Et ce nombre d'opérateurs a diminué de plus de la moitié subitement. Et de 30 opérateurs OPA, on est passé à 6. Pourquoi? Question de financement. En son temps, le financement était assuré par la Banque mondiale, je crois, le fonds Fast Track Initiative. Et bon, donc, faute de ressources, et cela, le nombre a diminué. Et vous conviendrez que 6 opérateurs en alpha ne sauraient couvrir tout le territoire. Bien sûr, bien sûr. Et donc, on va retenir que c'est une question de ressources qui en est la cause. La cause principale. D'accord. Et aujourd'hui, le Rhinopal, de quelle façon, justement, est-ce qu'il s'y prend sur le terrain pour atteindre l'objectif de toute la population alphabétisée? Le Rhinopal est la fêtière des organisations non gouvernementales, donc de la société civile, qui s'investissent dans l'alphabétisation et la lutte contre l'analphabétisme. Donc, et le Rhinopal coordonne ses actions, essaye de professionnaliser ses membres et faire en sorte que sur le terrain, les résultats soient à la hauteur des besoins exprimés pour lesquels ils sont assignés. Et donc, le Rhinopal fait avec les moyens qui sont disponibles. Je dis les moyens qui sont disponibles parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'éducation étant un rôle régalien de l'État, et lorsque la part de l'État, du budget alloué, de l'État alloué au secteur de l'alphabétisation, lorsque ce budget n'est pas consistant, d'accord, et ça ne permet pas d'atteindre les résultats. Et le problème majeur, c'est la diversité de partenaires techniques et financiers. Il n'y a que la coopération suisse qui, depuis le partenaire légendaire de l'alphabétisation au Bénin, il n'y a que la coopération suisse qui reste. Et donc, le seul partenaire jusque-là, ça pose un problème. Et le gouvernement fait ses efforts sur fonds propres, mais cela ne permet pas d'atteindre l'objectif. Alors, vous parlez de fonds propres tout à l'heure. Le budget, rappelez-nous quel est le budget alloué à l'alphabétisation. Justement. Et là, vous n'allez pas vous en revenir. Les bras vous en tomberont pour vous dire que l'UNESCO a prescrit que le taux du secteur de l'éducation alloué aussi secteur de l'alphabétisation devrait pouvoir atteindre au moins 3%. Bien sûr. Et je peux vous dire que nous sommes et restons à patiner sur les 0, les 0, et donc 0, le plus élevé était en 2009. En 2009, on était à 0,36%. Et puis depuis, on n'est plus jamais allé à 0,36%. On est en deçà. À 0,19, 0,26, cette année, par exemple, en 2020, on est à 0,26%. Et en 2021, je ne vous donne pas encore le taux. Mais pourtant, on sait que le gouvernement en place affiche quand même une réelle volonté dans ce sens. Bon, voilà, justement, la volonté, elle existe, on le remarque à travers un certain nombre, mais le problème reste posé. Alors, au-delà de la question du financement qui pose problème, on sait que c'est certainement parce que l'État a d'autres défis également. On ne peut pas mettre autant de moyens là. Alors, au-delà du défi du financement, quels sont les autres défis auxquels le secteur de l'alphabétisation fait face aujourd'hui au Bénin? D'abord, vous avez dit que l'État a certainement d'autres défis. Et je voudrais comprendre qu'il y a d'autres défis qui dépassent les défis de l'éducation, alors que oui, bon, évidemment, le secteur n'est pas délaissé. Mais vous allez comprendre avec moi qu'on dit que la population est... Vous avez donné un chiffre, 51%, d'accord, et je veux m'en tenir à ça. Vous dites que si vous avez 51%, donc plus de la moitié qui sont analphabètes, et vous direz que les priorités sont ailleurs, ça pose un problème, alors qu'il n'y a pas de développement sans éducation. Ça peut poser un problème, d'accord, mais il n'y a pas que ça également dans le pays. Donc on peut comprendre que le gouvernement fasse ses choix. Mais au-delà, les autres défis auxquels le secteur de l'alphabétisation fait face. Aujourd'hui, on sait que le numérique s'est imposé, par exemple, à tous. Bien sûr. Alors, alphabétisation et numérique aujourd'hui, est-ce
que cela vous semble un défi majeur? Oui, c'est un défi. C'est un défi et là, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises, et, par exemple, pour permettre aux communautés analphabètes de pouvoir se mettre au bout du jour. Exactement. Mais j'ai écouté des émissions où on a parlé de la connexion, par exemple. Bon, encore faudra-t-il que les gens soient alphabétisés, ok, qu'ils puissent pratiquer, qu'ils puissent lire. On est d'accord. Et quelle est la situation de l'environnement lettré au Bénin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on lit? La Fondation pour servir le développement doit aussi se faire dans le transfert des connaissances. Bien sûr. Le transfert des connaissances, c'est à travers les documents que l'on produit. Et quelle est notre capacité à produire les documents qui vont servir pour l'alphabétisation. Et donc, le numérique, ce sera pas que pour dispenser des cours, par exemple, à distance. On va parler Covid aidant, ok. Mais il faut promouvoir l'environnement lettré. Autrement dit, il faut que le numérique prenne en compte les documents didactiques de l'alphabétisation. Forcément, et que les transferts de connaissances dans nos langues soient une réalité effective. On n'a pas fait beaucoup d'efforts dans ce sens. En tout cas, on essaye de promouvoir. Il y a eu des claviers qui ont été réalisés, par exemple. Et il y a, en informatique, on parle du clavier AZERTY, par exemple, QWERTY, mais nous avons au Bénin le clavier AZEOTE. À quoi? AZEOTE. Voilà. Donc, au lieu du AZERTY, il y a AZEOTE. Par exemple, ça c'est béninois. Et ça permet d'écrire dans toutes les langues du Bénin, c'est ça? Oui. Et justement, au passage, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a également certaines personnes qui ont mis en place le clavier béninois, le clavier béninois des langues nationales, qu'on peut même trouver comme application sur la toile. Mais aujourd'hui, dites-nous, Milité, quelles vont être les propositions que vous faites pour que réellement le numérique puisse être associé? Ou peut-être avant d'en arriver là, ce qu'il faut faire. Bon, d'abord, vous avez évoqué, nous parlons certainement de la même dynamique par rapport au clavier national. Mais aujourd'hui, par exemple, le Renouvelle a soutenu, avec l'appui de la coopération suisse, a soutenu la numérisation. Et c'est bien que les néo-alphabètes qui sont à un certain niveau d'alphabétisation sont capables d'accéder à une plateforme sur le net et de pouvoir accéder à des documents. Déjà, c'est un effort que l'Europe a fait avec l'appui de la coopération suisse. Il faut saluer la coopération suisse au passage. Et donc ça, c'est en cours. Et c'est grâce au PAJDA, au projet d'appui à la décentralisation, projet d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation, où les communes sont impliquées, mais là, c'est au nord. C'est pas encore descendu. D'accord, mais au nord, il faut dire que beaucoup d'efforts ont été faits par rapport à ça avec la coopération. C'est peut-être parce qu'au nord, il y a beaucoup plus d'analphabètes en griffe. Pourquoi pas, mais au centre, au sud aussi, nous avions gaspillé beaucoup d'argent à la population suisse pour n'avoir pas produit les résultats escomptés. Donc, qu'il s'occupe d'abord du Nord, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, seulement qu'il faut descendre maintenant aussi pour faire profiter. Mais donc, au Nord, c'est assez. Donc, il y a des bibliothèques numériques qui ont été mises en place par le biais de ce projet-là. Bibliothèques numériques en langue nationale. Oui, bien entendu. Et pour permettre aux populations, qu'on appelle le néo-alphabète, d'accéder à l'information. Et il y a des bibliothèques fixes dans les centres, mais pour permettre, c'est la connaissance qui va vers les populations, c'est toujours des efforts qui ont été faits dans ce sens-là. Et bon, quand il était question de mettre sur la plateforme des documents, on n'en a pas trouvé autant que ça a été fait au nord. Donc, il faut produire. C'est ça, il faut produire. Il ne s'agira pas d'alphabétiser, mais il faut produire et enrichir l'environnement lettré.
Et donc, voilà, maintenant, la plateforme, l'accès n'est pas possible sans un support approprié. Je peux parler des Android, par exemple, des smartphones. Et tout le monde maintenant, combien ont accès à cela? Et même s'ils avaient accès à la connexion Internet imaginez ce que c'est pour nous-mêmes qui sommes dans les bureaux. Donc il faut décentraliser l'accès, aussi permettre l'accès sur les téléphones simples qui ne sont pas smartphones, pouvoir leur donner l'information dans leur langue pour qu'ils puissent comprendre les populations. Tout à fait. Mais il faut aussi que ceux qui... les intellectuels qui ont l'obligation de s'alphabétiser, enfin, je veux dire, dans leur langue, contribuent à la production des documents pour aider les néo-alphabètes et sortir franchement de l'analphabétisme. Donc voilà, et donc les efforts sont en cours et tout dépendra de l'effort du gouvernement national pour accroître le taux du budget et de l'éducation alloué au sous-secteur de l'alphabétisation. Tout part de là. Et le plaidoyer est en cours. Mais il y a eu que des initiatives ont proposé que pour régler ce problème, qu'il puisse être mis en place le fonds FADEC. Un fonds FADEC dédié à l'alphabétisation. Le processus est en cours. Et je pense que l'État fera le saut qu'il faut pour permettre que cette situation se fasse et que nous puissions en gagner. Très bien, en attendant qu'on arrive là, dans l'axe 5 de son PAG par exemple, le gouvernement prévoyait un arrimage du sous-secteur de l'alphabétisation au système éducatif formel. Concrètement, à ce jour, selon vous, est-on prêt pour cela? Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à la question, mais je pourrais dire que je sais qu'un processus a démarré dans ce sens, l'introduction par exemple des langues nationales dans le système éducatif. Bien sûr. Et les dispositions ont été prises, le processus a démarré, et puis très récemment, cela a connu un coup de frein, un coup d'arrêt. Et bon, les raisons en seraient que les dispositions techniques n'auraient pas été suffisamment affinées pour qu'on en arrive là. Donc c'était un peu comme la charrue avant les bœufs, il fallait refaire les choses dans cette autonomie. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais le constat est que ce dispositif qui a commencé, ce processus qui a commencé n'est pas allé à son terme. Donc est-ce que c'est une bonne chose? C'est forcément une bonne chose. Mais ce qui est une bonne chose quand même, on a vu des gens composer en langue nationale, mais notamment pas forcément ceux qui font les travaux manuels, ceux qui sont dans la technique. Si ma mémoire me sert bien, je pense que les gens composent au bac aussi en langue nationale. Bien sûr. Donc c'est pour dire que quelque chose se fait dans ce sens. Ce n'est pas encore... C'est pas encore ça. Vous conviendrez avec moi. Eh bien, on va espérer que dans la période à suivre, il y aurait quand même une amélioration pour que, Emmanuel Midete, vous veniez peut-être une autre fois sur ce plateau nous dire que les objectifs ont été atteints et que cette fois-ci, vous vous réjouissez réellement d'un taux d'analphabétisme. Non, mais c'est mon souhait, c'est votre souhait. Mais je pense que des efforts seront faits, forcément parce que c'est un peu difficile à comprendre que ce soit que 0%, 0,2%. On va y arriver, c'est un problème, quoi. Oui. Mais des efforts se font à une certaine instance et nous souhaitons que cela aboutisse et que cela s'intensifie. Cela se cristallise. Merci à vous, Emmanuel Midete. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Merci pour votre aimable attention. Cette émission, vous pouvez la retrouver en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, mais également sur les pages Facebook de Bénin Business 24 et de Week Echo. Portez-vous bien et à dimanche prochain.